Bonjour YouTube, nous sommes au jour 4 du calendrier de l'Avent des vidéos de devenir éducateur de jeunes enfants et aujourd'hui je voulais vous parler des valeurs professionnelles. Qu'est-ce que c'est ces valeurs? Pourquoi c'est si important de les travailler en formation? Est-ce que c'est des valeurs parce qu'on veut les transmettre aux enfants? À quoi elles servent en fait ces valeurs? Voilà, je voulais vous parler de ce sujet-là, c'est une question que Laurence m'a posée dans le cadre de ces questions du calendrier de l'Avent. Donc si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre d'ici Noël dans une autre vidéo. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler d'abord de tout l'intérêt de travailler ces valeurs, à quoi ça peut servir en tant que JE sur le terrain. Et ensuite, je voulais vous donner 3 exemples de valeurs qui me tiennent à cœur. Alors il y en a beaucoup, mais je pouvais pas en parler dans une vidéo comme ça, donc j'en ai sélectionné 3 que je voulais vous détailler un petit peu, expliquer avec des situations. Donc bien sûr, ce sera ma vision de ce qu'est de ce que c'est que les valeurs professionnelles. Peut-être qu'il y a des choses que j'oublie ou peut-être que vous avez des visions un peu différentes, donc on peut en parler dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Alors d'abord sur l'intérêt des valeurs. Pour moi, les valeurs c'est vraiment un pilier de l'identité professionnelle, c'est pour ça qu'elles sont importantes en formation parce qu'on construit son identité professionnelle. Et pour vous parler de l'intérêt, je voulais me baser sur 2 choses qu'on peut entendre souvent sur les EJE sur le terrain. Il y a peu de JE finalement sur le terrain en proportion avec cette qualification-là. Et souvent on entend dire 2 choses, soit que les EJE se posent beaucoup de questions, souvent, ou aussi que les EJE sont parfois un peu utopistes et veulent des choses qui sont pas forcément réalisables. Donc je vais me baser sur ces 2 a priori là qu'on peut avoir sur les EJE pour vous expliquer en quoi les valeurs existent et en quoi elles servent. Alors pourquoi les EJE se posent beaucoup de questions? Parce qu'en fait en formation on est formé au développement de l'enfant, quels sont ses besoins, mais on apprend aussi qu'il n'y a pas de recette magique et que le meilleur moyen de trouver la meilleure solution, c'est de se poser des questions, de réfléchir, dans le but toujours d'améliorer la qualité d'accueil. Et nos valeurs, elles vont être là pour nous guider sur quel choix on fait dans nos réflexions, qu'est-ce qu'on veut plutôt transformer, qu'est-ce qu'on veut améliorer, et c'est là où les valeurs vont être super importantes. Par exemple, si on prend la valeur de favoriser l'autonomie de l'enfant. Par exemple, souvent dans la journée en crèche, on va jouer dehors pour les enfants parce qu'ils en ont besoin. C'est un autre environnement, ça permet de vraiment relâcher les tensions. Le bruit est différent, les expériences sont différentes, se reconnecter à la nature. On sait aujourd'hui que c'est très important pour les enfants. Donc il y a des temps de la journée où on va aller jouer dehors. Et pendant ces temps-là, quand les enfants ont, on va dire aux environs de 2 ans, s'habiller pour aller dehors, donc mettre un blouson, mettre des chaussures, c'est un vrai exercice pour eux de motricité et ils sont pas forcément encore capables de tout faire seuls, d'attacher les lacets par exemple, d'attacher même les scratchs, voilà. Donc là, il peut y avoir des organisations qui vont être différentes. Si on est 2 professionnels pour 16 enfants, puisque c'est un professionnel pour 8 enfants qui marche, 2 avec 16 enfants, comment on s'organise? Sachant que il faut peut-être aider les enfants à s'habiller, il faut aller dehors, et pendant qu'on est 2 avec ces enfants-là, qui est avec les autres qui sont en attente, qui sont du coup un petit peu en insécurité parce qu'ils savent pas ce qui se passe, il n'y a pas d'adultes qui sont là pour eux, pour les accompagner à ce moment-là. Donc c'est une organisation un petit peu à réfléchir et parfois on peut être tenté d'habiller vite les enfants, de nous adultes faire sur les enfants pour que ça aille plus vite. Mais le problème en faisant comme ça, en faisant plus vite, c'est qu'on ne permet pas aux enfants de s'entraîner à s'habiller seuls et plus les enfants auront le temps de s'entraîner à s'habiller seuls, plus au fur et à mesure de l'année, ils seront capables de s'habiller seuls et plus pendant ces temps-là, ils pourront le faire seuls et nous, on sera disponible pour le groupe ou pour pouvoir permettre d'aller dehors plus vite, par exemple, pour ceux qui sont prêts. Donc ça peut être intéressant si on a cette valeur professionnelle d'autonomie dans cette situation, d'autonomie de l'enfant. Comment on fait pour réfléchir à une organisation qui va permettre d'être là, d'être pour les enfants, de s'entraîner à mettre les chaussures tout seul, à s'habiller seul. Comment peut-être on va pouvoir mettre des temps d'atelier dans la journée à d'autres moments avec des exercices de manipulation pour fermer des fermetures, pour peut-être enfiler son blouson d'une certaine façon pour qu'il soit plus autonome à ce niveau-là. Donc voilà, tout ça,
certes, on va se poser beaucoup de questions sur comment on s'organise, mais les valeurs, elles vont nous guider sur qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que le mieux, c'est d'enfiler les habits aux enfants, leur enfiler les chaussures sans qu'ils puissent agir, ou est-ce qu'il y a d'autres façons? Et ensuite, on peut se dire aussi que les EJE sont souvent un petit peu utopistes. Pourquoi ça? Parce que quand on est en formation, on est formé à une vision un petit peu idéale de comment ça devrait se passer, de comment on est au mieux pour accompagner les enfants, comment on est au mieux dans de la réflexion, comment on avance au mieux en équipe sur notre travail, nos pratiques. Mais une fois sur le terrain, il y a des contraintes qui sont là, il y a des contraintes budgétaires, il y a parfois des gestionnaires qui ne connaissent rien du tout à la petite enfance. Si c'est par exemple une crèche publique rurale, le gestionnaire, ça sera le président de la communauté de communes, le maire, enfin c'est des personnes qui ne sont pas formées forcément à la petite enfance, donc il faut aussi leur expliquer ce qui se passe sur le terrain et notre vision. Donc il y a des contraintes qui arrivent, il y a des équipes parfois qui changent, il y a des changements, puisque souvent c'est des équipes de femmes, donc il y a des congés maternité par exemple, et puis c'est des équipes qui sont aussi assez jeunes souvent, donc des envies de changement, des déménagements, enfin, qui font que les équipes changent régulièrement, et ça c'est des contraintes du terrain qu'il faut apprendre à gérer, à avancer avec. Donc il y a à la fois cet aspect de on veut avancer, c'est ça notre objectif, c'est ça notre idéal, on a des idées de projets, pour ça on va d'abord travailler les valeurs éducatives, les pratiques, pour avancer vers de nouvelles choses, et en parallèle il y a ces changements-là. Donc quand on est dans ces changements, quand on arrive à la fin d'un projet, il y en a toujours un autre qui vient parce qu'on est toujours en amélioration constante de ces pratiques, toujours en train de revoir les bases, si tout le monde est toujours en accord avec ces bases, si tout le monde veut toujours avancer là-dessus, et on avance sur nos projets en parallèle de ces mouvements. Donc, pour moi, avoir cette vision utopiste, c'est pas quelque chose de mal, au contraire. On sait où, ça nous donne un cap, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on peut travailler encore, sur quoi on peut avancer, mais il faut souvent se reposer des questions, souvent se dire ah bah là on peut encore s'améliorer, et c'est ça qui peut donner un petit peu cette vision de l'EJE utopiste. Mais en tout cas nos valeurs vont encore être là pour nous amener les questions sur ah bah là peut-être qu'on peut encore s'améliorer au niveau de nos pratiques, et ça va nous guider dans les réflexions. Alors je voulais vous donner 3 exemples de valeurs qui me tiennent à cœur. C'est compliqué en fait de sélectionner un seul mot pour une valeur parce que souvent elles sont interconnectées dans la pratique. Il y a plusieurs choses qui viennent intervenir. Donc voilà, j'ai essayé de sélectionner, mais c'est assez limitant par rapport à tout ce que j'aimerais vous dire. La première valeur, c'est le respect du rythme de l'enfant et le respect de ses besoins. Ça, si on veut cibler sur un exemple un peu plus précis, on peut parler par exemple de la motricité libre. Sur un groupe de tout bébé, les enfants vont très vite évoluer d'un point de vue moteur, et il y a souvent vers 8 mois, les enfants commencent à vraiment tenir assis, et parfois, s'ils ne savent pas s'asseoir eux-mêmes, les parents peuvent avoir envie, ou même les adultes en général, de l'asseoir parce qu'il est bien dans cette position, parce qu'il découvre le monde d'un nouveau point de vue, donc pour l'enfant c'est hyper intéressant. Mais en faisant comme ça, l'enfant devient en quelque sorte dépendant de l'adulte pour se mettre dans cette posture, parce que oui, c'est une posture qu'il aime, mais il n'est pas amené à découvrir par lui-même comment il peut se mettre sur le côté et repousser pour s'asseoir par exemple, ou alors se mettre à 4 pattes puis s'asseoir. Et le principe de la motricité libre, c'est de leur permettre d'expérimenter ces différentes étapes pour arriver à la posture d'après dans le stade de développement. Donc, par rapport à cette valeur-là, on peut se dire comment on peut réfléchir en équipe plutôt que un enfant qui, du coup, a l'habitude d'être assis, on a marre d'être sur le tapis, plutôt que l'installer sans lui permettre d'expérimenter. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour qu'il arrive à s'asseoir seul? Comment on peut l'aider? Donc ça peut être, souvent par exemple, il y a les petites piscines à balles que les enfants arrivent en rampant et se relèvent dessus, et ça souvent c'est une grande aide pour permettre à l'enfant de s'asseoir par lui-même, ou sinon en s'appuyant sur nos jambes. Enfin voilà, ça c'est des réflexions qu'on peut avoir en équipe sur comment faire pour pas devancer son besoin en l'installant assis, et plutôt comment on va
aménager l'environnement ou nos pratiques ou l'aider pour que lui, il puisse trouver par lui-même. Une autre valeur qui me tient beaucoup à cœur, c'est de permettre aux parents de s'impliquer dans la vie de l'établissement s'ils veulent, en tout cas de s'y sentir invités. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, avec ma collègue éducatrice de jeunes enfants, on a organisé, et puis aussi les autres membres de l'équipe, mais on était porteurs de ce projet-là, on a organisé un troc vêtements. Le concept, c'était que les parents puissent emmener des vêtements qu'ils avaient en trop pour un petit peu désencombrer leur placard, et tout était mis en commun, et tout le monde pouvait se servir, en poser, en prendre d'autres. Le but, c'était vraiment voilà, l'échange, le partage et l'entraide entre les familles. Sauf que nous, pour organiser ça, on se posait un petit peu des questions sur les besoins des parents. Est-ce qu'il faut limiter les tailles? Est-ce qu'il faut limiter les saisons des habits, des choses comme ça? Et puis nous, par rapport à notre organisation, notre aménagement, comment on va libérer de l'espace pour pouvoir le faire? Donc c'était à la fois des questions sur nous, notre organisation, et les besoins des parents. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé aux familles qui voulaient de venir organiser ce projet avec nous. Donc on a eu un temps d'échange, il y avait 3 parents qui étaient intéressés. Ça nous a permis de vraiment construire le projet ensemble pour être sûr de ne pas passer à côté des vrais besoins des parents, pour être sûr que ce qu'on organise, ça leur convient, pour que le temps où c'est proposé, ça leur convienne par exemple, ça leur convient. Donc voilà, ça c'était un exemple de comment ça se traduit dans la pratique, cette valeur. Et une dernière valeur qui me tient beaucoup à cœur, c'est de favoriser le lien à la nature pour les enfants, un petit peu aussi lié du coup à l'écologie, mais vraiment pour permettre aux enfants d'expérimenter dehors, parce que l'extérieur ce n'est pas un danger, il faut aussi voir tous les potentiels qu'il peut y avoir. Donc moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de pouvoir aller jouer dehors avec les enfants, leur permettre d'avoir ces expériences-là. Et ça me fait beaucoup penser quand j'étais en Finlande. Donc j'étais fille au père et j'allais chercher un enfant au jardin d'enfants. Et là-bas, c'est vrai que la météo n'est pas aussi clémente qu'en France, mais les enfants ont des tenues vraiment spécifiques pour jouer dehors, avec des bottes, un pantalon par-dessus, un pantalon de kawaii en quelque sorte, qui s'accroche sous les bottes pour pas que ça s'enlève et que ça vienne mouiller l'intérieur de la jambe, avec des kawaii, des gants aussi, des moufles qui permettent de jouer dans la boue. Ils sont vraiment équipés de la tête aux pieds pour pouvoir jouer dehors. Et je me souviendrai toujours d'un jour où je suis venue le chercher au jardin d'enfants et il était à genoux dans la boue en train de transvaser dans une flaque d'eau, et je me suis dit c'est génial, comme disait Maria Montessori, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Et ça, je me dis que en France, on peut aussi vachement le favoriser. J'ai déjà travaillé dans des crèches où les enfants allaient jouer dehors, peu importe la météo qu'il y avait à l'extérieur, ils pouvaient aller jouer dehors s'ils voulaient. Alors pas en cas d'extrême intempérie bien sûr, mais s'il y avait une petite pluie, c'était pas gênant, on se couvrait bien, on allait jouer dehors. Et je me suis rendu compte de tous les bienfaits que ça avait de pouvoir vraiment relâcher les tensions à l'extérieur, de pouvoir... voilà, c'est un autre environnement et voilà, c'est une des valeurs qui me tient à cœur. Donc les valeurs professionnelles, est-ce que c'est des valeurs pour transmettre ces valeurs aux enfants? Ça peut être par exemple des valeurs de tolérance, des valeurs de respect de la nature qu'on a envie de transmettre aux enfants et qu'on va faire dans notre pratique. Mais c'est aussi des valeurs professionnelles qui vont guider nos réflexions, qui vont guider nos pratiques dans le quotidien, notre amélioration constante. Et par cette amélioration-là, on va améliorer la qualité d'accueil, et en améliorant la qualité d'accueil, on peut complètement changer l'enfance que vont vivre certains enfants et par conséquent aussi leur vie. Donc pour moi, ça me paraît vraiment indispensable de travailler ces valeurs et d'être en accord avec dans sa pratique et de les défendre au maximum. Donc si travailler vos valeurs professionnelles, ça vous intéresse, si vous avez du coup envie d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants pour ensuite le devenir, j'ai créé un plan d'action en 5 étapes qui vous permet de vous préparer à la sélection d'admission en formation. Donc ce plan d'action, il est gratuit, il est dans la description. Et aussi, j'ai créé, si vous voulez aller plus en profondeur dans cette préparation, j'ai créé une prépa en ligne dont les inscriptions termineront le 28 décembre. Et dedans, on parle vraiment du métier d'éducateur de jeunes enfants, de sa spécialité, des valeurs que vous avez peut-être envie de défendre là-dedans, et puis les journées types du métier d'éducateur de jeunes enfants dans différents établissements. Enfin, on va vraiment détailler ce métier-là
comment ça s'organise pour que vous puissiez savoir ce qui vous intéresse dedans et pouvoir exprimer vos motivations au jury d'admission. Donc là encore, toutes les informations sont dans la description et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent.